31 octobre 2015. Twickenham Stadium, à Londres. Finale de Coupe du Monde de rugby à 15. Mené par son capitaine Richard Humako, les All Blacks réalisent le traditionnel haka, devant des Australiens statiques au cœur d'une antre plongée dans le silence. Ils ne le savent encore, mais dans 80 minutes, la Nouvelle-Zélande trônera une nouvelle fois sur le toit du monde. Toutefois, afin de mieux comprendre l'importance derrière ce geste, revenons quelques années en arrière. Après avoir analysé l'impact du ballon ovale dans la reconnaissance du peuple maori, tant à l'échelle nationale qu'internationale, nous allons découvrir ensemble que cette pratique, dite sacralisée en Nouvelle-Zélande, cache en réalité une part d'ombre importante. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la 10e série de Géosporitique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel les All Blacks, devenus instruments politiques, divisent profondément le peuple néo-zélandais. Bill Gray leads the All Blacks in the traditional haka. And the big game is off to a fast start as the New Zealand forwards stream down the paddock in full cry. Désormais, réalisons, si vous le voulez bien, un bond en avant dans le temps, plus précisément à l'aube des années 30. Car après une tournée dantesque en 1888, dont l'impact a d'ailleurs été analysé durant le premier épisode, il faudra attendre près de 36 ans pour que cette équipe de rugby néo-zélandaise repose le pied au sein du vieux continent. Une période durant laquelle ce peuple a continué de se perfectionner à travers une approche toujours plus atypique, le premier capitaine des All Blacks, Tamati Ellison, avec son livre The Art of Rugby Football, comme symbole de ce mouvement devenu presque intellectuel. C'est alors que le terme invincible devient synonyme de ce collectif. La rose, le poireau, le trèfle ou encore le charbon, n'importe, personne ne parviendra à tenir tête à cette minime île du Pacifique durant l'ensemble de cette tournée. Et lorsqu'en 1937, ces derniers battent leurs supposés rivaux de l'hémisphère, à savoir les Sud-Africains, le constat se manifeste saisissant. La Nouvelle-Zélande est la meilleure équipe de rugby au monde. Le plus terrible dans tout cela s'avère qu'il ne s'agit d'une mode, mais bel et bien de l'incipit de la légende des All Blacks. Le ballon ovale permet à cette nation, autrefois divisée entre britanniques et autochtones, d'apparaître aux yeux du monde plus unie que jamais. Une impression décuplée durant la tournée sud-africaine de 1956 où ces différents peuples semblaient enfin ne faire plus qu'un. Réprimés durant des dizaines d'années, les symboles maoris deviennent aussi ceux de la Nouvelle-Zélande, incarnent de véritables pans à l'international de l'identité culturelle de cette nation. Tout le monde connaît ces danses traditionnelles du peuple maori nommées haka. Tout le monde a en tête cette fougère argentée, symbole de l'éveil et de l'énergie chez les maoris. Tout le monde redoute cet accoutrement noir, signe, selon la légende, du deuil de leurs adversaires tombés au combat.
Grâce à ce sport, le grand public n'associe plus la Nouvelle-Zélande à une ancienne colonie anglaise, mais à cette population polynésienne, pourtant largement minoritaire sur leur terre promise. Aucun gouvernement, aucune loi n'a le droit de dicter l'avenir des Maoris. Mais la réalité est tout autre au pays du long nuage blanc. Le rugby n'est qu'une façade, cachant un quotidien aux antipodes de ce que laisse transparaître cette équipe. En dépit d'une reconnaissance internationale dans le monde du sport, les Maoris continuent à ressentir l'impact de plusieurs siècles d'autorité coloniale britannique. Avec d'autres communautés autochtones, ce peuple reste le groupe le plus défavorisé économiquement, politiquement, mais aussi socialement parlant en Nouvelle-Zélande, occupant de manière disproportionnée des emplois mal rémunérés lorsque ces derniers parviennent à en trouver, ce qui ne s'avère mince affaire au vu d'un niveau de chômage élevé, les concernant, la faute à une discrimination ne parvenant à être irradiée. Un cercle vicieux, dont les conséquences se manifestent doubles pour les Maoris, à savoir de mauvaises conditions de vie couplées à l'augmentation de l'activité criminelle. Une telle situation critique qui, malgré de rugues contestations durant les 70s, reste au point mort. Et paradoxalement, l'ancien All Black identifie un paradigme tant racial qu'ethnique. Les insulaires du Pacifique ainsi que ceux d'autres communautés autochtones sacrifiant généralement leurs propres besoins, leur propre vie de famille, leur propre santé en échange d'un accroissement de l'hégémonie blanche, un combat finalement mené contre eux-mêmes. Mesdames et messieurs, le match est annulé. Si jusqu'ici cette sélection nationale de rugby, véritable instrument politique, se révélait alors épargnée par les critiques ou encore les boycotts, l'année 1981 représentera la goutte d'eau qui fera déborder ce vase néo-zélandais. La raison ? Alors que l'ensemble de la planète rugby laisse de côté une Afrique du Sud menée par la politique ségrégationniste de l'apartheid, leur ami de l'hémisphère sud décide de ne suivre le rythme imposé par le concerto mondial. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur l'histoire de cette passionnante relation entre Sud-Africains et ballon ovale, n'hésitez pas à écouter la série sur la Coupe du Monde de rugby 1995. Parenthèse fermée, revenons au carré vert, car oui, sous prétexte qu'il ne faut, entre guillemets, mélanger sport à politique, la fédération néo-zélandaise de rugby invite les Springboks sur leur propre terre pour une série de test-matchs. Et si les All Blacks sortent victorieux de cette tournée, en ayant engrangé 2 triomphes en l'espace de 3 rencontres, le peuple ne retiendra que l'indignation. Y a-t-il des circonstances que vous auriez pu prévoir dans lesquelles le gouvernement annule cette tournée? Depuis l'implantation de cette culture rugbystique, tant populaire qu'unificatrice, le gouvernement a constamment cherché à associer l'archétype du parfait néo-zélandais aux héros de guerre, mais aussi et surtout aux rugbyman. Alors, imaginez que vos modèles, fruits de la société, s'associent directement à un modèle prônant la discrimination raciale, une initiative clivante dont la conséquence mène à une division profonde de la population. Tel un pas de géant, réalisé à reculons. Les années sombres du passé
semblent renaître de leurs cendres. Au fur et à mesure que les contestations dénonçant ce racisme qui fait rage en Afrique du Sud augmentent, nombreuses se révèlent les communautés, mettant en exergue l'idée qu'il ne s'agit d'un cas isolé, car oui, la Nouvelle-Zélande se voit de même contaminée par ce fléau. La violente réaction du gouvernement en direction des contestataires n'améliore pas cette situation déjà périlleuse, poussant petit à petit ce pays vers un point de non-retour. Une question se répand alors dans l'opinion publique. Le rugby serait-il en train de mourir ? Au milieu de ce contexte tumultueux, de cette tornade médiatique secouant de plein fouet les légendaires All Blacks, cette première Coupe du Monde de rugby à 15 en 1987, co-organisée d'ailleurs par la Nouvelle-Zélande, apparaît comme une pièce. Face, c'est tout un pays qui s'unit une bonne fois pour toutes dans la victoire autour de sa sélection reine. Pile, c'est toute une jeunesse qui délaisse une bonne fois pour toutes dans la défaite une sélection davantage politique que sportive. Néanmoins, de doutes, d'interrogations, de concurrence, cette équipe n'enverra le moindre signe durant cette parenthèse enchantée. Car après avoir infligé un total de 190 points aux Fidjiens, aux Italiens ainsi qu'aux Argentins lors des phases de poule, leur balade de santé se poursuit en quart face aux Écossais, puis en demi contre les Gallois. Tout cela se conclut en beauté. Plus précisément sur le score de 29-9 chez eux au Rotorua International Stadium, nos vaillants bleus n'ayant trouvé aucune faille au sein de cette sombre machine. Le bilan s'avère terrifiant. On parle ici de seulement 52 points concédés pour 43 essais en l'espace de 6 rencontres. Que dire de plus, si ce n'est que la terre du long nuage blanc se trouve désormais sur le toit de l'Olympe Oval. Comme le dira l'homme ayant vaincu l'apartheid, j'ai nommé Mandela, le sport a le pouvoir de changer une nation. Ce titre, couplé à de nouvelles initiatives prises en réaction à cette pseudo-crise de la fin des années 80, poussera davantage d'enfants à jouer de nouveau au ballon ovale. Le rugby commence dès lors à retrouver son monopole d'antan au cœur du sport néo-zélandais et de manière générale dans cette société. Enfin, la fin de l'isolement sud-africain en 1994 fermera définitivement ce chapitre complexe avec une volonté de définitivement dépolitiser ces All Blacks. Finalement, cette image nostalgique, presque sacralisée du rugby en Nouvelle-Zélande, exposée aux yeux du monde entier, cache en réalité une part d'ombre. Et bien que de telles interprétations se révèlent correctes, ces dernières sont devenues de véritables clichés ayant fait oublier d'autres prismes tout autant importants constituant cette mosaïque noire. Des changements significatifs, à l'instar de la montée du rugby féminin ou encore de la maorification des All Blacks, ont lieu dans les années 90. Certes, mais cela ne doit en rien effacer la mémoire des milliers de personnes réprimées durant de longues années. Non, pas même le rugby. C'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de Géosporitique, Rugby et Nouvelle-Zélande, une histoire d'amour contrastée.
Les enjeux contemporains de la nation au long nuage blanc auquel doit faire face le ballon ovale, c'est le thème du prochain épisode. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ce podcast est entièrement produit par moi-même, Alexis Gallo, qui est un jeune étudiant de 18 ans. Moi, j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière, et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en partageant ce podcast auprès de votre entourage. Merci pour votre écoute et à bientôt.